recevons ce soir le prince Kouma Ndombe III, héritier légitime du trône, Lord Priso, également appelé Kouma Mbappé Bel. Il s'agit d'un chef sawar de la localité de Bonabéry qui exerça son pouvoir entre 1846 et 1916, près de 70 ans, roi de Ikoritande. Il est donc l'un des premiers résistants à l'occupation allemande dans les territoires d'Ouala. On dira de vous, prince, bonsoir déjà. Bonsoir. On dira de vous que vous êtes le chantre désormais de la lutte contre les cultures importées, notamment occidentales. C'est possible qu'on le dise? Ambo akalambula boso msangombe na moto te. Asianya indutu yese nde nyambe weke na bambambe basuma mende jongwane. Moi, je pense que je suis pour l'équilibre. Vous ne pouvez pas être comme nous, chez nous, à Douala, et tout le temps on m'oblige de parler français et anglais. Comme si je n'avais pas ma langue, comme je viens de saluer notre peuple. Les autres ne peuvent, c'est-à-dire que c'est pas normal. Imaginez-vous un Chinois qui est chez lui en Chine, il veut bénir son fils. Et il doit emprunter la langue de quelqu'un qui est à 10 000 kilomètres. Est-ce que c'est normal? Mais c'est ce qui est devenu évident chez nous. On dit même qu'on est bilingue. Vous vous rendez compte? Vous êtes bilingue, vous les Camerounais là. Quelle est votre origine française? Quelle est votre origine anglaise? C'est ça le drame. Et pendant ce temps, vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous qui êtes l'origine de l'humanité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, ça, au niveau scientifique, on sait aujourd'hui que l'être humain, comme vous et moi, il est essentiellement noir depuis 330 000 ans. 300, je n'ai pas dit 30 000 ans. Sur ce continent, l'homme noir est là depuis 330 000 ans. Et il n'y avait pas une autre couleur de la peau. Maintenant, je veux dire que ce n'est pas la propagande, c'est les résultats scientifiques d'aujourd'hui. Comme on sait que le Sahara, par exemple, le Sahara était vert à l'époque. Le Sahara était vert, le Sahara n'a jamais été un désert au début. Donc, vous êtes là depuis 330 000 ans. La dépigmentation de la peau, c'est-à-dire que où la peau noire devient de plus en plus blanche, etc. C'est un phénomène récent dans l'humanité, de 8 000 ans seulement. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis. La dépigmentation, c'est-à-dire pour produire la peau blanche ou jaune, etc. C'est un phénomène d'il y a 8 000 ans. Et vous, vous êtes là depuis 330 000 ans. Et vous êtes les esclaves des autres. C'est quoi ça, cette histoire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous, les Noirs, qui avez tout inventé. C'est normal. Parce que les autres, une autre couleur de la peau n'existait même pas. En 2018, ce 2018 qui vient de passer là, les Anglais en Grande-Bretagne ont montré qui est leur ancêtre. C'est un Noir. C'est pas moi qui ai, c'est pas nous qui avons dit ça, c'est eux-mêmes qui ont publié ça. Sur la base de recherche. Sur la base de recherche de Shadowman. Donc, et on vient vous dire que vous devez, vous là, les Camerounais là, vous devez vous calquer maintenant aux Français qui est venu ici en 1916, 19, etc. Et l'Anglais qui est aussi venu après. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Vous qui êtes l'origine de l'humanité, vous qui avez tout donné au monde, mais tu vas à l'école, on ne t'apprend rien là-dessus. D'accord, je rappelle donc que vous êtes écrivain, germaniste, historien, éditeur et universitaire, auteur de plusieurs ouvrages évidemment, et fondateur de la maison d'édition et de la fondation Afrique à venir. Oui. Y a-t-il une histoire derrière? Bon, je vais d'abord dire... J'aurais dû ajouter politologue aussi. Oui. Mais vous voyez, je vous ai apporté un livre ici. Oui. Das Deutsche Kaiserreich.
Ok. au Cameroun, c'est-à-dire le Reich allemand au Cameroun. C'était mon mémoire de maîtrise à l'université de Lyon 2. Ok. Et vous savez quand j'ai écrit ce livre? Non. En 1970. Vous pouvez compter de 1970, nous sommes en 2024. Et la moitié de ce livre... Vous avez 24 ans. Non. Comment 24 ans? 80, 90. Non, je dis, vous êtes né en, 56, Ça fait 50 en 46, oui. Donc vous avez 34 ans. Non, non, ce livre, je l'ai écrit en 1970. Oui, d'accord. Ça fait plus de 50 ans. 54 ans. En même temps, cette pièce de théâtre. Parce que je me suis dit, ça c'est scientifique, mais ce n'est pas le théâtre qu'on peut avoir accès. Ah, Cameroun, unsere alte deutsche Kolonie, 1970. Donc je veux dire que je sais que les Camerounais ne connaissent pas tout ça, puisque ce n'est pas en français ou en anglais, puisque nous sommes des bilingues, français et anglais. Et c'est ça qui est très grave, puisque c'était les premiers colonisateurs. Quand tu ne parles pas ta langue, ça veut dire que tu n'as pas la clé. De ton histoire. De tout. Tu n'as pas la clé de ton histoire. Tu n'as pas la clé de ton héritage scientifique. Tu n'as pas la clé de ta spiritualité. On t'a enlevé toutes ces clés et on te jette quelque part. Tu es bilingue, et puisque c'est à ce moment-là aussi que le christianisme est entré chez nous. Bon, tu es chrétien, tu es musulman, mais depuis 330 000 ans, la spiritualité que toi tu as construite pour l'humanité entière, tu ne sais même pas. Tu es coupé de ça. Donc c'est ça qui fait notre drame. Alors, votre question là, vous parlez d'Afrique à venir. Exact. Vous voyez, j'ai toujours été préoccupé de qui nous sommes. Tu dis que tu es Camerounais, tu es Africain. Tu ne parles même pas ta langue. Tu es Camerounais, tu es Africain. Tu ne peux rien dire sur... Tu peux réciter des choses 20 sur 20 sur la France, sur la Grande-Bretagne, sur les États-Unis, mais sur toi-même, rien. Alors, ça m'a beaucoup préoccupé depuis. Et quand j'étais président des écrivains du Cameroun, de l'APEC, et j'étais président de l'APEC pendant 10 ans, un jour, on avait une réunion avec le ministre de l'Information et de la Culture à Yaoundé. Parce que chaque année, on se réunissait. On voulait aller au Palais des Congrès. On voulait faire une semaine culturelle pour animer, puisqu'il n'y a pas de centre culturel camerounais. Ouais, je peux dire au Cameroun. Alors, c'est le Palais des Congrès que les Chinois venaient de construire. On demande donc au ministre de nous permettre de faire notre semaine culturelle. Il nous dit, ben, qu'est-ce que vous allez donner en contrepartie? On dit, mais nous allons animer la vie littéraire dans la capitale. Il dit, ah, vous ne comprenez pas. Mais, je dis, mais monsieur le ministre, vous voulez donc dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mais écrivez des poèmes pour louer le président de la République. Et c'est comme ça, je vous donne le Palais des Congrès. Ouais. Bon, vraiment, on se regarde là avec les membres du comité directeur de l'APEC. Et moi, je lui dis, mais monsieur le ministre, l'écrivain qui aime le président, on n'a pas besoin, en tant qu'association, de lui demander maintenant d'écrire ceci ou cela sur le président. Il va le faire. Il dit, mais moi, je veux publier des choses dans Cameroun Tribune, pour votre contribution. Donc, vraiment, ça m'a tellement marqué. Vous vous rendez compte, je n'ai pas oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, en sortant de cette réunion, je me suis dit, non, ça suffit. D'autant plus qu'à l'époque, quand un écrivain écrivait un livre, à l'époque, c'était Clé, les éditions Clé. Il fallait que les éditions Clé envoient le manuscrit à l'administration territoriale. Et le livre pouvait rester là-bas, même 2 ans. Hein. Et il revenait avec des ratures, des ratures, des ratures. Je me suis dit, mais on va donc vivre ça jusqu'à quand? À l'époque, quand j'ai été élu président des écrivains du Cameroun, j'ai écrit une lettre au président Aïdjo, que vraiment cette histoire de censure-là, ça ne nous permet pas d'avancer.
Bon, je n'ai jamais eu de réponse, bon, mais on a vu, il y a quand même eu des évolutions au fur et à mesure. Et après, avec le président Biya. Donc, c'est en sortant de cette réunion que j'ai dit que moi, je vais faire un centre culturel camerounais digne de ce nom. D'accord. C'est comme ça que j'ai créé Afrique Avenir. Mais je n'avais pas l'argent. J'étais un simple enseignant universitaire. J'ai dû marcher pendant 3 ans avec 2 pantalons. Vraiment, il faut que les enfants entendent ça. 3 ans avec 2 pantalons pour économiser au maximum jusqu'à ce que je puisse donc ouvrir Afrique Avenir, qui est à Bonabéré aujourd'hui et qui est devenu une référence. Soyez pas modeste. Vous avez vu que... Dans la reconstitution de l'histoire africaine, camerounaise et Blé Goudé est venu là. Après un coup de fil, il veut venir voir la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Donc, on est devenu une petite référence. Donc, c'est comme ça. C'est ça. Mais il faudrait que chaque Camerounais ait le courage de dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Absolument. Alors, vous faites bien de le dire, vous étiez enseignant dans des universités à Lyon, oui, en Allemagne aussi. Vous êtes parti du Cameroun à 15 ans. Oui, après votre primaire, une partie de votre secondaire. Vous êtes le premier Africain au sein du Comité international d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, aux côtés des personnalités bien connues. C'est exact. Et puis vous êtes membre et dirigeant de nombreuses associations. Vous avez cité la PEC tout à l'heure. Alors, un détail qui m'intéresse dans votre histoire, à la dissolution de l'UNC. De l'UNC, oui. L'Union nationale camerounaise, le parti du président Ahidjo. Oui, vous étiez membre du secrétariat permanent qui créa le RDPC à Bamenda, c'est exact? Oui, parce qu'il fallait, Ahidjo parti, il y avait un problème là. Ahidjo voulait que le parti soit un peu au niveau protocolaire, au-dessus du président de la République. Ça a créé donc un problème. Et on s'est dit non, il faut qu'on donne au nouveau président, au président Biya, qu'on lui donne un instrument qui est à lui. Et c'est comme ça qu'on est parti à Bamenda pour créer le RDPC. Et nous avons travaillé, j'étais au secrétariat technique, etc. C'est-à-dire, on n'a pas seulement créé le parti, on a fait beaucoup d'autres choses pour consolider. Parce que vous ne pouvez pas, c'est très dangereux. Dans ce contexte-là, vous êtes président de la République, mais il y a une espèce d'autre pouvoir qui vous menace, qui est sur vous. Et vous voyez comment ça s'est terminé. Le président Ahidjo a dû même... Il y a eu même le fameux coup d'État. Exact, de 84. Voilà, le 6 avril. Et nous avons, et à ce moment-là, j'ai demandé à tous les écrivains de se mobiliser, que chacun dise ce qu'il a vécu pendant ce 6 avril-là, ce qu'il a vécu là où il était. Et nous avons publié un livre en français et en anglais où les écrivains se sont donc exprimés. Personne ne nous l'a demandé. Et ce livre existe jusqu'à aujourd'hui. Le titre, c'est « L'espoir de Hope ». Exact. Donc, on essaye de faire. Ce qu'on ne dit pas assez également, c'est que vous faites partie des notabilités traditionnelles, Sawa notamment, qui ont accompagné le président dans son intronisation lorsqu'il faisait la grande tournée. En Bagna. En Bagna. En Bagna, oui. Mais c'était tout ça. C'est-à-dire que quand un président de la République prend le pouvoir, dans l'Afrique moderne, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de prendre le pouvoir et d'être à la capitale. Parce que l'Afrique est une Afrique profonde. C'est pour ça que je dis que quand vous êtes diplômé là et vous n'avez même pas ces éléments-là, vous êtes un diplômé illettré. Donc, vous devez être attaché à la terre. Absolument. Dans sa profondeur et ses traditions. Absolument. Dans son culte. Absolument. Et c'est là où nous nous sommes dit non. Il faut consolider, il faut bénir ce pouvoir. Et je crois que la photo existe. C'est avec le prince Bel. La photo existe, comment nous avons accompagné le président en Bagna. On lui a même attaché le pagne. On lui a attaché le pagne et puis le soir,
il y a eu donc une bénédiction spéciale au palais présidentiel qui est à Bonanjo. Je ne vous demanderai pas, mais c'est tout comme quelques révélations autour de ces puissances, forces ancestrales qui ont été, je veux dire, remises au président de la République. Cela justifie-t-il cette longévité au pouvoir? C'est parce que le président est assis. Je le rappelle, ce rituel n'a pas été fait qu'ici. Le président fait pratiquement le tour de la République. Est-ce qu'on peut penser que c'est l'un des pans qui pourrait justifier cette longévité au pouvoir? Les ancêtres du Cameroun sont-ils toujours assis aux côtés du président sur son trône aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est que, bon, c'est nous qui avons eu disons, cette pensée, les premiers. Et à l'époque, nous avions un fils Sawa qui s'appelle Sengakuo. Exact. Et qui était assez proche du secrétaire président. Du parti d'ailleurs. Oui, oui. Mais vous savez, c'est très important que les pères et les mères vous portent. Bon, nous avons fait notre travail. Et je me rappelle qu'un jour, il y a un grand Camerounais qui est venu à ma rencontre et il a lu les mots. Et ces mots-là sont dans ce livre. Les mots que vous avez prononcés? Les mots qui... Voilà. Vous vous en rappelez? Mais c'est publié, j'ai publié ça dans ce livre-ci. Restituer. Restituer à l'Afrique ses objets de pouvoir, de culte et d'art. Voilà. Et là-dedans, il y a tout ce texte qui a été... Ah oui, je vois même ça ici. Et vous voyez? Ces pages? Ça, c'est page 50. Je vais rapidement pour la gouverne de nos téléspectateurs. Page 50. Hein. Voilà. Alors, vous disiez au président Paul Biya que sur cette terre de nos ancêtres, le vent du fleuve, vos pas adoucissent, que la clarté de l'aube sur le destin du pays s'épanouisse et nos champs inondent. Bienvenue, Monsieur le Président, au Cameroun Town, cette ville qui, aux heures de l'accouchement, porta la destinée de notre territoire que Douala grandement, ses portes vous ouvrent. Bienvenue, Monsieur le Président, que les vagues salées éclaboussent les côtes du Cameroun rêveur, sur vous projectent les gouttes clairsemées de rayons ensoleillés. Ouais, ah mais c'est pas que ça, c'est bien long. Hein. Ah ben non. Que les eaux du Vouri, source de vie, de leur profondeur, inondées, insondées, vous remontent les trésors de paix, les secrets de sagesse. Les voix de nos ancêtres du royaume du silence résonnent, tonnent et nous conjurent. Douala, terre du foisonnement des hommes, des affaires, Douala, terre du brassage des peuples, des cultures, Douala, terre d'expérience, des tolérances, des liaisons, Douala, creuset de l'unité au-delà des tribus. Bienvenue, Monsieur le Président. Les voix se font pressantes, résonnent, tonnent au tréfonds des eaux, conjurent l'héritier, sauvegarder l'hospitalité, modeler, consolider l'unité, vibrer au rythme de la nation. Ils sont morts pour nous faire vivre les ténèbres des sacrifiés. Ils ont rejoint pour que chaque matin, la main, nous nous tendions, venus de l'Est, accourus de l'Ouest, descendus du Nord, montés du Sud en cette plaque tournante. Douala, refrain de l'unité. Bienvenue, Monsieur le Président. Et majestueux dans les étoiles du firmament, ses branches se perdant et imperturbables, au souffle léger de la brise, ses feuilles frisonnant et sereins du suc ancestral, ses racines nourries. Le baobab survivant, les temps défiants, les époques se dressent, là sur la rive droite, le baobab. Majestueux dans son élan, imperturbable dans le temps, serein dans l'avenir. On ne va pas tout lire pour que les téléspectateurs se... Non, puisque vous êtes déjà presque à la fin. D'accord. Alors, majestueux dans son élan, imperturbable dans le temps, serein dans l'avenir, ses fils, il connaît l'héritier, il reconnaît le baobab, et chaque jour, il répète, ne jetez pas l'enfant à l'eau, ne dépouillez pas l'héritier. Que les tombes de nos ancêtres jonchant les plaines d'une came, pour vous donner la paix, s'ouvrent sur cette paix céleste, sur la nation entière s'étendent. Que les mystères scellés au fond du fleuve Sanaga,
de trésors le peuple inonde, de ces trésors de chaque citoyen, la vie quotidienne allège. Bienvenue, Monsieur le Président. Que les dieux de nos ancêtres du haut des collines Mungo, la force vous donne de persévérer la paix, de consolider l'unité, d'établir l'équité, et qu'ensemble avec les fils du littoral, les secousses des lendemains, nous appréhendions, et qu'ensemble avec les filles du littoral, les défis de fin de siècle, nous assumions, et qu'ensemble avec tous les enfants de la nation, le Cameroun de demain, nous bâtissions. Bienvenue, Monsieur le Président. Au nom et avec l'approbation du peuple Sawa Douala, Prince Kouma Ndombé III, Prince Bell, 24 février 1983. Ça, vous le disiez en langue Douala ou non, en français? Non, en français, puisque c'était devant au palais. Alors, ce que les profanes pensent souvent, c'est que généralement, lorsqu'il y a une sortie comme celle-là, le cabinet civil fait peut-être un briefing ou prépare le texte. Ce texte, vous l'avez écrit vous-même, inspiré de... Pas, il n'y avait pas le cabinet civil, c'était avec tous les rois et chefs Sawa. Ok. Oui. Je me rappelle encore très bien. Nous nous étions rencontrés à Daïro, chez le roi de Daïro. Et donc, c'était convenu que c'est ça le texte. Et le soir, il a même été imprimé. Et pendant la soirée de gala, on a remis ça imprimé au président. D'accord. Bon, parce que voilà ce que nous avons fait, parce qu'il fallait, ce nouveau président qui venait, c'était pas seulement ce qui se passait en superficie, il fallait lui donner à notre niveau le pouvoir pour pouvoir, parce que le slogan qu'il avait apporté à l'époque, c'était rigueur et moralisation. C'est-à-dire c'était une nouvelle voie. Donc nous avons fait. Et puis, vous savez, quand vous avez donné, vous avez donné. Hein. Absolument. Et ce sera à refaire aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on n'a pas un nouveau président. Alors, prenons l'hypothèse. Est-il nécessaire comme président nouvellement élu, le président aura certainement un successeur un jour, aujourd'hui ou demain, ou dans 10, 15 ans, 20 ans. Est-il systématiquement nécessaire qu'un président s'imprègne de nos valeurs culturelles, traditionnelles, ancestrales? Nous sommes des Africains. Le prochain président devra-t-il également faire le tour du Cameroun pour être... Non, chacun a sa destinée. D'accord. Mais nous sommes des Africains. Il ne faut jamais oublier ça. Nous sommes des Africains. Et l'Afrique profonde existe. Elle n'a pas disparu. Même si il y a cette superstructure-là de domination. Mais même cette domination-là, on est en train de travailler au fur et à mesure pour que cette domination-là cesse et quitte l'Afrique. Le président Paul Biya partira-t-il avec toutes ses puissances ou alors devra-t-il les léguer en même temps ou le jour où il passera le... Je ne suis pas à côté de lui. D'accord. C'est lui-même qui sait. Dans ces... ce serait peut-être une révélation. Dans ces parcours non visuels, il vous arrive souvent et toujours de le rencontrer, de discuter des choses et d'autres. Non, je crois que ce qui est important, c'est qu'est-ce que chacun de nous va léguer comme héritage. Et ça, c'est chacun qui devra répondre devant les pères et les mères. Qu'est-ce que pendant ton parcours, tu as fait pour pouvoir léguer un héritage aux nôtres pour qu'ils puissent mieux vivre? C'est ça. Et ça, c'est chacun individuellement qui va répondre. Vous allez répondre, moi, je vais répondre, lui, il va répondre. C'est-à-dire que là, ce n'est plus une question de... Là, vous ne pouvez pas tricher. Mais quelle est donc la place aujourd'hui de ces valeurs anciennes, ces valeurs ancestrales, dans l'évolution de notre société? Je veux dire que on a des problèmes de développement, on a des problèmes de santé, des problèmes économiques, des problèmes politiques. Où sont ces valeurs qui, c'est peut-être pour nous ramener à nos réalités anciennes et se remettre sur le bon chemin? Vous voyez, c'est que nous avons un problème essentiel. D'accord.
nous les Africains, pas seulement les Camerounais, nous avons un problème essentiel. On nous a dévoyés, on nous a enlevés de nos voix grâce à la domination étrangère. Et cette domination étrangère a coopté chez nous-mêmes des gens qui perpétuent. Bon, mais les choses sont en train quand même d'avancer. Les choses sont en train d'avancer. Aujourd'hui, nous faisons à Douala cette interview en langue française. Bon, wait and see. Si dans cette évolution-là, ce sera toujours comme ça. Et je pense que... regardez un peu ce qui se passe au Sénégal. Avec l'arrivée du président... Oui, et pendant toutes ces luttes-là. Mais les gens parlaient en Wolof. Pourtant, ils sont aussi des francophones, etc. Absolument. Mais quand les choses deviennent sérieuses, la langue reprend sa place. C'est-à-dire que la profondeur de votre culture reprend sa place. D'accord. Mais il faut faire attention au Cameroun parce qu'on a été trop détruit, trop dévoyé. C'est pour ça que je dis, et je redis que, attention, c'est une catastrophe de vous définir comme francophone et anglophone. À combien de kilomètres de gens qui sont... Or, l'Afrique est le berceau des langues. Si vous voyez le nombre de langues qu'il y a sur ce continent, c'est-à-dire la diversité linguistique, l'Afrique est une excellence. Et ces langues-là ne sont pas des langues mortes. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que ce soit en médecine, regardez la médecine, puisque vous avez parlé de la médecine. Mais on dirait que nous n'avions pas de médecine. Dans la bibliothèque Cheikh Anta Diop, à la Fondation Afrique Avenir ici à Bounabéry, nous avons tout un lot de c'est-à-dire de documents sur les médecines traditionnelles africaines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on soigne, avec quelle plante, et même cette plante, à quelle heure est-ce qu'il faut aller la cueillir pour qu'elle ait tel ou tel effet. Nous collectionnons tout ça à la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Le jour va venir où on va utiliser ça parce que quand vous allez à la faculté de médecine, comment vous pouvez former des médecins dans votre pays qui sont là pour prescrire des médicaments qui doivent être importés? Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le médecin français qui est formé, il vous prescrit des médicaments que les Français ou les Européens fabriquent. Et vous formez des écoles de médecine, vous qui avez, c'est-à-dire, et surtout le Cameroun est gâté. Le Cameroun est le pays qui a le plus de diversité au niveau des plantes médicinales. Mais est-ce qu'on fait ça à la faculté? C'est-à-dire le gars qui sort de la faculté de médecine, il est là pour prescrire les médicaments qui doivent être importés. Il faut arrêter ça. D'accord. Enfin, c'est un exemple que je donne. Je peux vous prendre des exemples en économie, etc. Bon, je répète encore, peut-être pour la centième fois, quand les Européens sont venus ici, ils ont trouvé une monnaie ici. Donc, quand tu fais Sciences Éco, est-ce qu'on t'apprend qu'il y avait le crou ici? Ici, à Douala, il y avait le crou. Et un crou camerounais valait 40 marks allemands. Vous pouvez vous imaginer ça? En 1884. Et quand les Allemands ont pris le Cameroun, ils ont dévalué tout de suite le crou. À un crou égale 20 marks allemands. Après, ils ont dévalué encore un crou égal 12 marques, jusqu'à maintenant supprimer le crou et dire que la monnaie, dorénavant, c'est le marque. C'est-à-dire que c'est depuis que nous sommes sur la monnaie des autres. Tu fais Sciences Éco, on ne te dit pas qu'il y avait une douane ici, avant les Européens. Une douane. Et que les documents sont à la bibliothèque Cheikh Anta Diop. La douane de King Bell, la douane de Lok Priso, la douane de Daido, il y avait 4 douanes ici. Tu n'apprends pas ça? Tu apprends que la douane, maintenant, c'est les Européens. Mais c'est quoi ça, cet assassinat? L'autre trait caractéristique de votre identité, c'est que vous n'utilisez pas beaucoup votre prénom Alexandre.
Bon. Tu as ouvert la boîte. Mon nom, c'est Koum. Koumandumba Koumambapa Belebado. C'est ça mon nom. Bon, maintenant, effectivement, le nom Alexandre était dans la famille. Vous avez entendu parler du prince Alexandre, absolument, etc. Et je lui rends encore hommage, comme je prononce son nom, parce que c'est le prince Alexandre et Papa Bouanga, le roi de Hikori, de Bel, Bolabel Hikorta. C'est eux deux qui m'ont fait entrer dans le baobab quand j'étais le bébé. C'était quoi la symbolique du baobab? Le baobab de Bel et Bel, à Bonaberi. C'est eux, le prince Alexandre, et c'est une révélation que je fais en public aujourd'hui. C'est eux et Papa Bouanga qui m'ont fait dormir dans le baobab bébé. C'était le chemin désigné pour l'intronisation ou alors pour l'accueil du fils du roi? Le baobab, le passage Vous par savez, le baobab. chacun naît comme il naît. Et les pères et les mères motivent certaines choses. Bon, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais... Je vous soupçonne de faire un peu de mystère sur la question. Non, mais vous avez lu ce texte-là. Il y avait le baobab dedans. Il y avait le baobab dedans. On revient dans le texte tout à l'heure, une petite lecture diagonale. Donc le nom Alexandre était donc un nom qui était dans la famille. Parce que les Belles à Bonanjo et les Bonaberi, c'est la même famille. C'est ça que les gens ne savent pas. Ils s'appellent Belle. Belle, c'est Belle. Belle et Bonaberi, c'est Bonabelle. Bon, pourquoi est-ce que je n'utilise pas beaucoup ce nom? À Munich, j'ai fait mon lycée à Munich. Et j'étais très ami avec M. Kugler. Et quand il a eu donc son enfant, il a voulu donner mon nom à son enfant. Il a inscrit donc, et quand c'est parti à la mairie a dit que, mais est-ce que ça c'est le nom d'un être humain? Comment est-ce que... Mais il était très fâché, il est allé faire les affaires avec la mairie. La mairie lui a dit, on ne peut pas donner ce nom-là. Alors finalement, il était obligé de donner le nom de Alexandra. Alexandra à sa fille. C'est depuis ce jour que j'ai dit, bon, c'est comme ça. Hein. Donc moi, je n'utilise plus le prénom d'Alexandre. C'est-à-dire, il y a des Dinala Mukala. C'est le nom du blanc. Demandez à un Douala comment on appelle le prénom. Le prénom, c'est Dinala Mukala. C'est le nom du blanc. Et moi, je ne suis pas un blanc. C'est pour... Bon, et ici, c'est les Carolino, les Victoro. Mais c'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Est-ce que vous allez trouver des noms d'Africains là chez les Européens? Donc, c'est-à-dire que cette colonisation est devenue tellement intériorisée, vous êtes même fiers de ça, que vous dépendez de quelqu'un d'autre. Parce que le nom, c'est toi qu'on appelle. C'est une identité. C'est une identité. Mais les Africains savent quand même que quand tu es malade et qu'on doit maintenant te soigner vraiment, quand on amène au village, ce n'est plus ton prénom, là, le Dinala Mukala qu'on prononce. Hein. Parce qu'on va prononcer ton nom pour te guérir. Ta source, ton origine. Ta source et ton origine. Moi, je crois que je n'apprends rien à personne. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ton nom quand c'est grave. Là, et là, c'est le traitement traditionnel. Hein. C'est le traitement, oui. Ce n'est plus le Dinala Mukala qu'on va utiliser, le prénom. Donc, je crois que j'ai répondu à votre question. Certainement. Alors, et si on essayait une compréhension donc, de ce texte qu'on n'a pas parcouru tout à l'heure, le texte d'intronisation du président de la République au peuple Sawa, lorsqu'il a fait sa tournée nationale à la scale de Douala, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel invite ont reçu nos ancêtres dans ce rituel, ce cérémonial d'accueil du président? Je n'ai pas compris la question. Quelle invite, c'est-à-dire? Une compréhension du texte, pour faire simple. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte? Mais à partir du moment où
le président Biya arrive à la magistrature suprême. Il ne faut pas qu'il soit seul. Et vous avez vu, nous on a commencé ici, mais après les autres ont fait la même chose. Absolument. Il a fait la tournée chez plusieurs qui ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour lui seul, il n'est pas là pour lui-même. Il est là pour veiller à la destinée de tout un peuple, de tout un pays. C'est une charge trop lourde. De ce qui est vu et de ce qui n'est pas vu. Et bien sûr. Bon, c'est trop lourd. Et alors, le problème aussi, c'est, et vous voyez dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses. Le problème aussi, c'est que, mais il a aussi des comptes à rendre. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on te donne, mais c'est pour que tu rendes aussi compte. Et que quand ça ne va pas, quand c'est compliqué, qu'on s'assoit, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais malheureusement, les choses ont tourné autrement. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense, et je pèse mes mots, je ne suis pas seulement un homme traditionnel, je suis quand même professeur de sciences politiques. Il y a une déviation. Du pouvoir que vous lui avez donné? Pas le pouvoir qu'on lui a donné, il y a une déviation. C'est-à-dire qu'on est dans une atmosphère où si vous n'êtes pas du RDPC, militant, vous n'avez rien. Et ça, ce n'est pas bon. Ça a une influence sur les forces de la nature? Non, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut rééquilibrer. On ne donne pas pour un parti. On donne pour le pays, pour la nation. Et puisque vous m'avez donné l'occasion aussi aujourd'hui de parler de ça, quand on vous donne ce pouvoir-là, c'est pour que vous veillez pour toute la nation. Mais justice, cette histoire, équité, équilibre et tout ce qui va avec. Oui. Moi, je suis resté tranquille. Moi, je suis resté tranquille parce que quand j'ai expliqué, quand la famille m'a porté sur le trône des Bel et Bélé, moi, j'ai dit que je n'ai plus le droit d'être dans un parti politique. Parce que je ne suis pas là pour un parti. Et ça, on n'a pas compris. À l'époque, c'était Koungou Ferdinand qui était là. Comme gouverneur de la province. On parlait de province à l'époque. Oui. Koungou dit que lui ne veut pas... province du littoral. Un opposant. Non, il ne veut pas un roi qui n'est pas dans le RDPC. À l'époque, vous avez quand même fait avec l'UPC, c'est bien cela? Non, je n'ai jamais été dans l'UPC. D'accord. Je sais que mon père, à l'époque, quand il fallait lutter pour l'indépendance, c'était l'UPC. Et je sais que j'ai appris que mon père était donc parmi ceux qui luttaient dans l'UPC pour l'indépendance. Non. C'est-à-dire que le malentendu, si vous voulez, est venu du fait que, bon, nous avons, comme vous avez vu, nous avons travaillé là pour mettre le RDPC en place, mais après, le président Biya avait ouvert le multipartisme. Exact. Et quand il a ouvert le multipartisme, il y a un collègue de l'université de Yaoundé 1 qui m'a appelé pour me dire, bon, pardon, viens nous aider là à structurer le SDF. Donc je suis allé là-bas, j'ai travaillé avec eux pendant 8 mois, et c'est ça donc qu'on m'a collé sur la peau que... J'étais un opposant. Je suis un opposant. Mais je lui ai dit, mais moi je suis un spécialiste des sciences politiques. Puisque à Berlin, à l'université de Berlin, c'est là-bas que j'ai fait mon habilitation en sciences politiques en 1989, n'est-ce pas? Et les Allemands m'ont confié la chaire de politique africaine. Donc, je connais les mécanismes. Alors, ce sont ces 8 mois du SDF à l'époque qu'on m'a collé sur la peau, parce que moi j'ai dit que je ne suis plus dans les partis politiques, et c'est là aussi que, si vous voulez, ils ont mis 10 ans pour dire que non, il ne faut pas que je m'assoie sur le trône des Bel et Bélé. Ah, d'accord. J'ai dit à Congo, le trône des Bel et Bélé, est-ce que c'est pour toi? C'est toi, parce que tu es gouverneur, ce n'est pas toi, ça ne te regarde pas. Donc, et c'est là où je leur ai dit clairement, mettez qui vous voulez, mais le trône des Bel et Bélé, celui qui n'est pas reçu par les ancêtres, il va régner par le vide. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous.
il va régner par le vide, il ne va rien faire. Parce que les eaux ne vont pas le reconnaître. Donc, moi je pense que ce qui est important, qu'est-ce que tu laisses comme héritage au tien, à ton peuple? Et moi je pense que j'ai essayé de faire un petit effort à mon niveau. J'ai quand même publié des livres comme ça, plus de 80. Nous ne sommes pas beaucoup sur cette terre à avoir publié 80 livres. Bon, pour moi, c'est ma petite part d'héritage que je peux dire, je laisse pas seulement aux Camerounais, mais à l'humanité. Vous avez vu, certains sont en allemand, d'autres sont en anglais, d'autres sont en français, etc. Mais pourquoi avez-vous jugé nécessaire de faire certains en d'autres langues, allemand, français, juste pour faire valoir votre pensée, juste pour... c'est l'environnement qui l'a imposé. Je vous ai dit qu'on m'a envoyé en Allemagne, j'avais 15 ans. D'accord. On m'a envoyé en Allemagne, j'avais 15 ans. J'ai fait tout mon lycée en Allemagne. J'ai un bac allemand. Et après, donc j'ai commencé à écrire quand j'étais encore au lycée. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez le sentiment, effectivement, que quand on vous donne, parlant du pouvoir que les ancêtres ont donné au présent, Biya, vous devez être garant de l'équité, de la justice et de tout ce qui peut permettre de mieux diriger une société. Au regard j'ai failli dire du déclin, hein, que vit notre société aujourd'hui, vous avez le sentiment que les ancêtres ont lâché le président de la République, Paul Biya? Mais ce n'est pas moi de juger. Mais je pense que il faut savoir aussi avec qui on s'entoure. Le président Paul Biya n'est qu'une personne. Et celui-là qui a reçu tous les pouvoirs, vous lui avez donné? Non, bon, c'est trop prétentieux de dire que c'est nous qui lui avons donné. On a fait un peu notre part. Mais j'ai mal pour mon pays. J'ai très mal pour mon pays. Parce que c'est un pays béni de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'y a pas au Cameroun? Nous avons vraiment, nous avons tout. Je vous ai parlé des plantes médicinales tout à l'heure. C'est nous qui avons la diversité la plus grande dans le monde. On a un sous-sol absolument merveilleux, généreux. Mais il y a un problème. Les Camerounais ont un problème. La génération actuelle a oublié d'aimer le pays. C'est-à-dire que chacun regarde seulement ses petits intérêts, petits ou grands intérêts. Chacun regarde seulement comment il peut accumuler le plus vite possible. Quand on te nomme à un poste, ce n'est pas, tu ne rêves pas que comment je peux, ce poste qu'on m'a donné, transformer ça pour que le pays avance. Mais plutôt, tu rêves comment est-ce que je peux voler le plus vite. Et je crois que c'est quand je dis que j'aime mal pour mon pays. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous le rôle donc de la société traditionnelle, des gardiens de la transition que vous êtes dans cet environnement, comment on le décrit, qui est... La responsabilité est trop lourde. Okay. Elle est très, très lourde. Et il y a un désordre très grand. Parce que, vous savez, les chefs traditionnels aujourd'hui, ou les rois, maintenant sont souvent même nommés. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous dans le littoral, les eaux ne te reconnaissent pas, mais tu as le décret. Tu peux faire tous les faux rituels que tu veux, ils n'auront jamais d'effet. Et ceux qui m'écoutent, qui sont les rois, les vrais, ils comprennent ce que je dis. Ton décret là, c'est bien. Tu vas te pavaner. Mais si tu n'es pas celui qui a été choisi par les pères et les mères, tu n'as pas de pouvoir. Et c'est ça qui détruit les choses parce que on ne sait plus, c'est-à-dire qu'on n'a plus respecté
que les pères et les mères assurent la succession. L'État vient se mêler à ça. Tu as donc un sous-préfet, un préfet qui vient, qui lui-même ne sait rien. Excusez-moi, je sais de quoi je parle. Et c'est lui maintenant qui vient dire, bon, voici celui. Et ce livre-ci, il faudra que les Camerounais le lisent, vraiment. S'il vous plaît, ce livre-ci, parce que il y a tous ces problèmes-là qui sont discutés. Restituer à l'Afrique ses objets de pouvoir, de culte et d'art. Restituons notre mémoire collective africaine aux éditions Afrique à venir. Le livre a été édité en 2019 et réédité en 2023, je me trompe? Il vient d'être réédité là. En 2024. La deuxième. Voilà. Ouais, restituer à l'Afrique. Ce n'est pas seulement les autres qui doivent vous restituer, mais vous-même. Vous-même, vous devez restituer à l'Afrique ces objets de pouvoir, de culte et d'art. Parce que chez nous, vous savez, on parle, je ne sais pas, dans la discussion actuelle, on parle des objets d'art. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Ce ne sont pas des objets d'art. Les objets que les gens ont pris, ce sont des objets de culte et de pouvoir. Mais les objets de culte et de pouvoir sont faits de manière artistique. Exact. Mais on a dévoyé donc ça en Europe. Et pour dire vraiment le vrai problème, c'est que les Européens, quand ils sont venus ici, ils ont commencé à dire que tous vos objets africains là, ils sont d'un Njunju. C'est des choses de Satan. Exact. C'est des choses de Satan. Mais alors, puisque c'est des choses de Satan, puisque c'est vous qui avez le pouvoir, brûlez-les alors, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené chez eux. Et dans ce livre, je décris comment même les missionnaires s'attellent à ramasser tous ces objets-là, non pas à les jeter dans le fleuve ou à les brûler, mais à embarquer ça chez eux. Et aujourd'hui, nous avons vu que vous, les Camerounais, vos objets ne sont plus au Cameroun. En Allemagne, l'Allemagne est restée ici 32 ans. Mais dans ces 32 ans, je ne sais pas si je peux retrouver ça rapidement, dans ces 32 ans, ils ont pris, vous voyez, plus de 40 000 objets. Ok, la carte. Okay. Quand vous voyez cette carte ici, voici où sont les objets camerounais. Vous voyez ce qui est resté au Cameroun. Et ça, c'est l'Allemagne. Alors, tout le grand point rouge en Europe, vous dites c'est la quantité d'objets pris. Oui, pris ici. Et le petit point rouge en bas? C'est toujours la quantité où ici vous c'est ce qui reste. Ça c'est Yaoundé. C'est en fait Yaoundé, c'est-à-dire le Cameroun. D'accord. Voilà ce qui reste au Cameroun. Ok. Voilà ce qui est parti. Ça c'est l'Allemagne. Hein? Ici ça c'est la France. Ça c'est New York, etc. Voici où nos choses sont. Mais alors, le problème c'est que, pour faire vraiment bref, de quoi s'agit-il? Il s'agit de votre énergie. Il faut enfermer votre énergie, il faut l'enlever de chez vous, et l'enfermer. Et quand vous allez dans ce qu'ils appellent musées, vous trouverez que ce n'est même pas exposé. Hein. Je viens de Berlin, là, il y a 1 mois et demi, j'étais à Berlin, au musée Humboldt. Ils ont exposé 100 objets africains là. Mais dans la cave, il y en a, vous savez combien? Non. 75 000. Oh là là. Mais il y a 100 qui sont exposés au musée Humboldt. Je veux dire que si je me fais un dessin, ça veut dire que l'esprit africain il faut enfermer est cadenassé ça. Il faut quelque part en Allemagne. Parce que si on vous permet de retrouver vos énergies, mais tout le monde sait que, comme vous êtes l'origine de l'humanité, vous allez bondir. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que dans ce débat de restitution, les gens ne comprennent même pas encore de quoi il s'agit. Ils croient que c'est une histoire de prendre des œuvres, de ramener des œuvres d'art. Or, la politique actuellement, c'est que, ok, les Allemands qui ont donc pris pratiquement, actuellement, ils ont presque 50 000 objets camerounais, objets entre guillemets. Ils vous disent, ok, vous les Béninois ou bien les Namibiens, on va vous donner 20 objets ou 40 objets.
Vous les Camerounais, on va vous donner, on n'a pas encore donné, mais on va vous donner peut-être 20 aussi. Vous allez faire une grande fête. 20, c'est par rapport à quoi? Quand ils ont pratiquement 50 000. Parce qu'officiellement, dans les musées officiels, il y a 40 000 objets camerounais. Mais il faut aussi voir les musées privés. Et il faut voir les musées suisses. Parce que Bismarck avait envoyé, non pas les missionnaires allemands ici, mais les missionnaires suisses au début. Et c'est pour ça qu'on vous parle de la mission de Bâle. Exact. Basel, l'église de Basel, c'est l'église protestante. C'est parce que Bismarck envoyait, non pas les Allemands, parce qu'ils avaient des problèmes religieux en Allemagne, il a donc pris les Suisses qui parlent allemand, il les a envoyés au Cameroun. Donc nos choses aussi sont chez les Suisses. Vous vous rendez compte? Donc on vous enferme comme ça et on vous éloigne, même au niveau scolaire, on vous éloigne de tout ça. Vous ne savez même pas ce qui existe. Mais votre énergie est enfermée chez les autres. En fait, vous dites énergie pour vous faire un peu... En réalité, ce sont nos esprits. Je ne sais pas, les mots... Nginyasu. On le dit en français. Nginya, nos forces, nos énergies. Ba nongo ne mio nginyasu. Nginya nga ba poulemo. Au plana mio loiwema. C'est difficile parfois en français. On a pris nos esprits, on les a enterrés pour qu'on ne puisse pas se relever. C'est votre force. C'est votre force qu'on a pris, qu'on a... Vous avez, jusqu'aujourd'hui, vous avez des caisses qu'on n'a pas encore ouvertes dans ces caves-là. Donc, comme on est en train de négocier aussi maintenant, il faut que tous ceux qui sont dans cette commission pour la négociation, il faut qu'ils comprennent ces choses-ci. Ce n'est pas seulement une histoire de bon, et les autres, mais les autres savent, parce qu'eux, ils travaillent depuis des siècles sur cette question. Et ils savent qu'ils vont vous calmer. Et ce que je trouve très grave, les musées où il y a tout ça là, n'existaient pas avant la colonisation. C'est quand ils ont commencé à ramasser toutes ces choses-là ici qu'ils ont construit ces musées. Je me les mets au défi. Au défi de dire que non, notre musée là, c'était déjà depuis, non. Tous ces musées ethnologiques, c'est quand il y a eu la colonisation qu'ils ont construit ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent aux Africains? Pour qu'on vous rende, construisez aussi des musées où vous allez enfermer ça. Je dis, mais... Donc c'est eux qui viennent même nous dire maintenant, je leur dis, j'ai fait une conférence il y a 1 mois et demi à Berlin. Je leur ai demandé, dites-moi dans quel musée africain, dites-moi dans quel musée camerounais vous avez pris ça. Il y avait des musées ici. Ces 40 000 objets que vous avez maintenant dans les musées publics, vous avez pris ça dans quel musée camerounais? Maintenant, vous vous demandez que le Cameroun construise d'abord un musée pour mettre ces choses. Ça permet de vous demander où étaient ces objets justement lorsque les Allemands sont venus les prendre. Mais c'était des objets que nous utilisions tous les jours. Quand il y avait des objets de pouvoir, il y avait des objets de culte. C'était essentiellement ces choses-là. Et c'est très intéressant, comme certains missionnaires de Bâle, ou bien, bon, pour la période française, certains Français, ils décrivent très bien où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. C'était effectivement dans des lieux saints. C'est dans ces lieux saints qu'ils... Et regardez les églises en Europe. Mais dans ces églises, vous avez beaucoup d'objets rituels dans les églises, que ce soit les églises catholiques, protestantes, etc., en Europe. Imaginez-vous que les Chinois viennent maintenant, avec leur armée, etc., et ils raflent tout ce qui est en Europe. Ils raflent tout ce qui est dans ces églises-là, etc. Ils amènent ça chez eux, ils disent que ce sont des objets d'art. Et pendant 140 ans, parce que ça me fait bien, pendant 140 ans, les Français n'ont pas accès, ou les Anglais, ils n'ont pas accès à ce que les Chinois ont pris là. Et qu'ils ont pris presque 90% de leurs objets. Donc c'est ça le vrai débat. Et nos gouvernements qui négocient ces choses-là doivent comprendre que ce n'est pas une histoire de musée. Nous n'avons pas de culture de musée.
Alors, depuis 26 ans, donc 1998, vous vous êtes lancé dans cette bataille. Vous demandez à l'Allemagne la restitution de la pro-princière, le Tanguay, Oui. notamment pour vos ancêtres. Quel est donc le sens profond de cette demande officielle? Je veux dire que n'y a-t-il pas d'autres démarches en dehors de la voie officielle, j'ai envie de dire les voies ancestrales, si tant il est que ce sont nos forces qui sont emprisonnées là-bas? Si j'ai bien compris ce que vous demandez, c'est est-ce que c'est seulement par le gouvernement qu'on peut faire ça? Mais moi, je n'ai pas attendu le gouvernement. Non, non. C'est-à-dire qu'il y a la voie officielle. Vous dites que ces choses sont des choses visibles et invisibles. Oui, c'est ça, oui. Donc là, vous êtes dans les démarches visibles. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres démarches pour aller restituer ou récupérer ces... Mais est-ce que c'est à la télévision que je ne sais pas. À la télévision, on peut vous poser la question, libre à vous de répondre ou pas. Non, moi, je suis serein parce que mes pères et mes mères sont avec moi. Quand je faisais ce travail à Berlin en 98, vous voyez, en 98, c'était à la télévision comme ça. Et j'ai amené la photo du Tanguay de mon grand-père, c'est-à-dire cette photo-ci là. Et j'ai montré ça à la télévision. En 98, c'était la télévision ARD. Je lui ai dit, voici le Tanguay de mon grand-père que vous avez pris en 1884. D'accord. Rendez-le-moi. Il doit rentrer à Bonabéry. Bon. Et c'est là où on a lancé le débat en Allemagne. Et je suis donc heureux que le débat est devenu aujourd'hui mondial. Je ne dis pas que c'est moi qui ai lancé le débat. Le débat, c'est Mactambo, quand le Sénégal est là, Mactambo, quand il était à l'UNESCO, c'est lui qui a commencé à parler de ça. Bon, mais moi, pour l'Allemagne, c'était en 1998. D'accord. Et moi, je ne peux pas faire ce genre de travail seulement comme professeur d'université. Et il s'agit de choses profondes. Et je pense que dans toutes ces luttes-là, parce que ce sont de vraies luttes, hein, et surtout que je faisais ça en solo à l'époque. Vous avez beaucoup comment dirais-je, on vous tape dessus. De résistance. On vous tape dessus, parce qu'il me disait que j'étais en train de déshonorer l'Allemagne à l'époque, que je suis en train de salir l'Allemagne. Mais moi, je leur disais non, il faut qu'on regarde l'histoire. Donc tous ces coups que j'ai reçus, si je n'avais pas la protection de mes pères et de mes mères, je ne sais pas si je serais encore assis ici. Les coups reçus du visible et de l'invisible. Des coups très durs, mais oui, mais parce que à partir de là, vous attaquez la profondeur des choses. Puisque on vous a tout pris, on enferme. Mais pendant qu'on vous a pris, on vous enferme, on vous impose maintenant, on vous apporte d'autres choses qui leur permettent de vous dominer. Donc, à partir du moment où vous commencez à gratter ça, mais on vous combat à plusieurs niveaux. Ces prises, se sont-elles matérialisées de façon visible, physique ou de façon invisible? Ces prises, lorsqu'ils sont venus les Allemands, oui. C'était des accaparements physiques, visibles, ou alors tout s'est fait également? Mais, n'est-ce pas, ils vous ont apporté leur religion? D'accord. Vous aviez cette religion avant. Avant 1884, vous aviez les catholiques ici, vous aviez les protestants ici, vous avez les baptistes, vous n'aviez pas tout ça. Ce sont des choses qui vont de pair, c'est organisé, c'est géré. Et aujourd'hui, quelle est la raison allemande pour retarder donc le retour notamment du Tanguay? Ce n'est pas seulement un problème allemand. Hein. Le Cameroun seulement, c'est-à-dire ah oui, pour le Tanguay. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi est-ce qu'ils traînent le pas? Ils traînaient le pas. Au début, ils disaient que c'était un cadeau. J'ai détruit tous ces arguments qu'ils ont apportés. Bon. Et aujourd'hui, j'étais au ministère. Ils m'ont invité, j'ai dit qu'il y a 1 mois et demi à peu près, j'étais en Allemagne, et ils m'ont invité au ministère des Affaires étrangères.
les personnes qui sont responsables de ces questions. Ils m'ont dit, nous, on est prêts pour rendre. Mais c'est vos problèmes camerounais là qui maintenant retardent. Vos problèmes camerounais là, c'est quoi? C'est que, comme le gouvernement par décret a mis un chef supérieur qui n'est pas un successeur de Locke Priso. Et le gouvernement, maintenant ils disent que avec le Ngondo, que c'est le chef qui est là qui doit prendre le tanguay de Locke Priso. Parce qu'ils disent maintenant que non, le tanguay n'est pas le tanguay de Locke Priso. Le tanguay, c'est le tanguay de la communauté Bélé-Bélé. Donc, comme c'est le tanguay de la communauté Bélé-Bélé... Il faut remettre son chef. L'ignorance est pire qu'une maladie. D'abord parce que j'ai publié ici que, attention, il n'y a pas qu'un tanguay. Dans la recherche, nous avons pu très très bien voir... Vous voyez, j'ai publié ça par exemple. Il y a... Ça, c'est le tanguay de Locke Priso. En haut, le tanguay de Locke Priso, d'accord. Voilà. Au milieu. Le deuxième tanguay, c'est le tanguay qu'il y a toujours au musée de Munich. C'est celui de... Alors, ça, c'est le tanguay de Bonabéry, mais il y a encore un débat là-dessus, sur l'origine. Ok. Bon, et j'ai apporté, maintenant pour Berlin, là où j'étais là, j'ai photographié le tanguay de Berlin, le tanguay qui est à Berlin, qui a aussi été pris en 1884. Donc il y a plusieurs tanguays. Moi, je demande seulement celui qui a été pris du palais de Locke Priso. Ok. Le palais de Locke Priso, parce que quand j'ai commencé ce travail, les Allemands m'envoyaient, c'est-à-dire me disaient, tu ne peux rien démontrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans la recherche et j'ai trouvé que le consul qui était ici, le consul allemand, Max Buchner, quand il voulait bombarder le palais, parce que Locke Priso a refusé, vous savez que c'est Locke Priso qui a refusé de signer le traité du 12 juillet 1884. Tous les autres ont signé. Lui, il a dit, je ne signe pas. Alors, on est allé le bombarder. Et quand il fallait donc bombarder, Max Buchner a d'abord dit à Knorr, ce qui était donc le chef de l'opération militaire, attendez que j'entre d'abord dans le palais de Locke Priso. Je ne sais pas si on peut nous montrer le palais de Locke Priso. Attendez que j'entre dans le palais de Locke Priso, que je vois s'il y a des choses importantes là-dedans. Il est donc entré et c'est là qu'il ramène le tanguay. Et que devant tous les militaires, ils disent, voilà le tanguay de Locke Priso, il ira à Munich. Il a dit ça sur la terre de Bélé-Bélé. C'est le palais de Locke Priso qui est à l'antenne maintenant. Voilà. Et ce palais de Locke Priso, c'est après, quand il a donc pris ce tanguay, qu'ils ont bombardé. Maintenant, aujourd'hui, les gens commencent à dire que c'est le tanguay de Bélé-Bélé. Bien sûr, c'est Locke Priso qui était le roi de Hickory Town et qui est entré dans l'histoire que c'est le seul roi qui a refusé de signer le traité du 12 juillet 1884. Maintenant, aujourd'hui, en 2024, ce n'est pas le gouvernement a mis quelqu'un d'autre. Ils disent que, enfin, le gouvernement prend ses responsabilités, je prends les miennes. Moi, je suis le petit-fils de Locke Priso, parce que c'est Locke Priso qui a mis mon père au monde. Bon, et c'est pour ça que c'est son tanguay que je cherche. Mais en même temps, s'il vous plaît, mon travail ne se limite pas au tanguay de Locke Priso. Mon travail, c'est sur le continent africain qu'il faut restituer aux Africains ce que les autres ont pris et l'énergie qu'ils ont enfermée dans des caves. Donc, les Allemands m'ont clairement dit, ils avaient déjà dit ça dans certaines déclarations voilées, mais là maintenant, il y a 1 mois et demi, aux affaires étrangères, puisque j'ai discuté avec le patron qui s'occupe de toute la politique culturelle de l'Allemagne à l'étranger et avec la personne qui s'occupe de la restitution. C'est les deux qui m'ont reçu. Ils me disent, on sait, on connaît le problème, on veut vous rendre. Mais maintenant, il y a une commission. Il y a une commission interministérielle que le gouvernement a envoyée comme notre interlocuteur. Et donc, c'est là... Et que dit cette commission? Mais ils ont pris Milo Bouanga Mbappé, ils l'ont amené en Allemagne.
je ne peux pas vous dire ce que les Allemands m'ont dit sur lui. Je ne peux pas dire ça à la télévision. Mais vraiment, tout ce que moi, j'essaie de donner au message, même au gouvernement camerounais, moi je suis un patriote. Je ne suis pas seulement un patriote camerounais, je lutte pour l'Afrique, pour qu'on puisse sortir de cette dépendance profonde et qu'on puisse reconstruire ce continent. Avez-vous le sentiment d'être incompris dans votre démarche? Je veux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, votre lutte. Pour le Tanguay, ces gens, on l'a dit il y a 26 ans, mais ça remonte votre combat un peu plus avant ces dates-là. Avez-vous le sentiment d'être incompris? Pourquoi vous sentez-vous seul dans cette lutte-là? Pourquoi êtes-vous comme abandonné? Pourquoi les autres qui ressentent le besoin, la nécessité de faire revenir nos richesses, nos forces, nos puissances, comme vous le disiez, ne s'associent pas à votre démarche? Bon, attention, le Cameroun n'est pas le monde. Je sais, c'est des problèmes d'interprétation politique au Cameroun. Parce que les gens souhaiteraient que je sois dans un parti politique comme le RDPC. Et moi, je dis que non. C'est-à-dire que depuis qu'on m'a initié, moi, on n'a pas commencé à m'initier à l'âge adulte. On a commencé, moi, j'étais initié avant d'aller en Allemagne à 15 ans. Et là, on te dit que tu es là pour travailler pour tout le monde. Et ta porte doit être ouverte pour tout le monde. Et je me rappelle, je n'avais pas 10 ans quand on m'a dit que même si quelqu'un de ta communauté est un brigand, même si une femme de ta communauté est une putain, tu as le devoir de les recevoir. C'est ça qu'on m'a appris. Or, aujourd'hui, l'entendement politique, c'est que non, celui-ci n'est pas du RDPC, on ne le reçoit pas. Ou celui-ci est du SDF, mais, s'il vous plaît, c'est pas comme ça qu'on va sauver l'Afrique. Vous dites que la lutte n'est pas à ce niveau. Mais non, c'est pas comme ça. Nous avons besoin de tous les fils et de toutes les filles de la nation. Quand moi je suis père de 9 enfants. Quand vous avez les enfants, chacun a son tempérament. Chacun a sa voix sur cette terre. Mais tu es là pour rassembler. Tu es là pour rassembler tout le monde. Mais quand je vois ici que si tu n'es pas du RDPC, tu n'as pas de nomination. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a construit le RDPC. C'est nous qui avons mis le RDPC en place. Ce n'est pas pour ça. C'est-à-dire, ce n'est pas pour exclure. Oh, ça s'appelle rassemblement RDPC. C'était ça le sens, rassemblement. Mais maintenant, certaines personnes en ont fait maintenant des choses exclusives. Et je lance un appel pour dire que nous qui avons quand même construit ce parti, c'était dans le sens du rassemblement du peuple camerounais et non pas exclure. Donc il faut faire cet effort. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait qu'un parti unique. Absolument. C'est après que le président Biya a donc fait le multipartisme. Donc, moi, Kouma Ndoumbe, je ne peux pas. Je reçois tout le monde. Que vous soyez de gauche, de droite, dans telle église ou dans telle mosquée, je reçois. C'est mon devoir. D'accord. C'est ce qu'on m'a appris depuis l'âge, c'est-à-dire j'avais à peine 10 ans. Alors, nous avons noté cette question sur notre page Facebook. On va prendre l'une d'entre elles. Demandez au professeur ce qu'il pense du projet de Histoire générale du Cameroun en rapport avec son projet à lui, d'il y a 35 ans, intitulé « Quand les vieillards parlent ». Oui, alors, il y a deux choses. Ok. Quand j'ai commencé à enseigner à l'université de Yaoundé, je venais de l'université de Lyon 2, et j'ai donc pris fonction en 1979. Et je voyais que les collègues ne citaient que les savants européens, américains, etc. Mais je dis, mais et les savants africains, ils sont où? J'ai enseigné à l'université de Lyon 2, c'était normal qu'on cite les savants européens, etc. Mais maintenant, je suis à Yaoundé. Et j'entends que tout le monde ne cite que les Européens. Alors, les collègues m'ont dit, mais tu veux qu'on cite qui? Il y a quoi? Et c'est là où j'ai donc mis un groupe en place, pluridisciplinaire.
il y avait des juristes, il y avait des économistes, il y avait des germanistes, des historiens. On a parcouru tout le Cameroun. Et on a interrogé 176 vieux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour leur dire, le Cameroun, si c'était comment avant que les Européens ne viennent. Et quand les Européens sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces 176 vieux, et chacun dans sa langue. C'est-à-dire que tu es Boulou, on t'interroge en Boulou. Tu es Tchang, on t'interroge en Yemba. Pour que vraiment les vieux là puissent vraiment extérioriser et dire exactement ce Donc j'ai tout ça. Et nous avons déjà publié 18 volumes. Mais il nous manque encore 22 volumes à publier. Et on n'a pas plus d'argent. Bon, j'ai dit tant pis. J'ai demandé plusieurs fois à la présidente, au ministère de la Culture, que je n'ai plus la force financière pour transcrire, traduire, éditer. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. Parce que c'est les Allemands qui m'avaient aidé à publier les 18 volumes. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce qui est disponible. En français, et il y a 12 volumes en anglais et 3 volumes en allemand pour l'instant. Maintenant, l'histoire générale du Cameroun. Je suis membre de cette... puisque, association? Non, ce n'est pas une association. Le gouvernement a mis en place un comité. Mais je puis vous dire que ce comité-là a travaillé peut-être 2 fois, 3 fois, et puis on n'entend plus rien. Je ne sais pas où est parti l'argent. Le comité a été mis en place en quelle année? Oh, je ne peux pas vous dire, mais il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 5 ans. D'accord. Mais on n'a pas continué, on ne travaille plus. D'un comité à l'autre, il y a ce comité, cette commission mémoire. Vous en avez certainement entendu parler. Le président Hollande avait, lors de son passage ici au Cameroun, annoncé qu'on va ouvrir des archives françaises pour voir un peu ce qui s'est passé au Cameroun entre 1955 et 1971, autour de la guerre du Cameroun. Vous, comment avez-vous accueilli la mise en place de cette commission, les acteurs, ceux qui dirigent leur démarche scientifique et tout le reste? Bon, je sais qu'il y a Blik Bassi qui était venu me voir, qui était venu à la fondation. Bon, je ne fais pas partie, j'attends. C'est déjà une avancée. Vous savez, même eux, comme ils me disaient aux affaires étrangères il y a 1 mois et demi à Berlin, ils disent que non, vous savez, même notre jeunesse ne veut plus de ces objets-là. Parce que c'est des objets qui sont couverts de sang. Donc ça veut dire qu'il y a des avancées aussi, il faut seulement voir maintenant comment profiter de ces avancées. Et ce serait bien que les archives soient ouvertes. Les archives françaises. À la bibliothèque Cheikh Anta Diop, nous avons les deux gros volumes là. Des objets camerounais qu'il y a en France. Bon, mais maintenant, s'ils ouvrent ces archives, c'est une très bonne chose pour qu'on puisse savoir, enfin, pour qu'on puisse travailler. Je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie. Moi, j'avais travaillé en France à l'époque sur d'autres sujets, mais si ces archives sont ouvertes maintenant, il faut vraiment qu'on sache ce qui s'est passé. Moi, je sais seulement ce que j'ai vécu comme enfant. Ici à Douala ou en Banga. En Banga, je me rappelle encore, ma soeur travaillait à l'hôpital en Banga et elle m'avait envoyé au marché pour acheter des choses et je viens là-bas, je trouve les têtes de ce qu'on appelait les maquisards sur des piquets comme ça. C'était traumatisant. Et tu n'avais pas le droit de faire comme si tu reconnaissais la personne. Parce que si c'est-à-dire, on voit que toi-même, on te prend. Bon. Ou alors, ce que nous avons vécu ici, à Douala, j'ai publié un livre là-dessus, qui s'appelle « Nouvelles interdites », sur ce que j'avais vécu là, dans les années 60 et 70. À Douala, ici, c'était très grave. On enferme tout le quartier, peut-être à 1h du matin. Les militaires encerclent tout. Et puis après, vous voyez, ils cognent avec le fusil, vous ouvrez, et ils prennent le père ou ils prennent le frère, etc. Et puis c'est tout. Vous l'entendez.
Après, on entend qu'ils sont partis les jeter par hélicoptère là où il y avait les caïmans. Il faut qu'on dise, c'est-à-dire la vérité à ce peuple. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais quand tu vas à l'école, tu n'apprends rien de tout ça. C'est quoi ça? Hein? En Allemagne, quand tu vas à l'école, tu apprends les massacres contre les Juifs. Hein? Ce que Hitler a fait aux Juifs, etc. C'est en Allemagne, mais ce n'est pas tabou. Tu apprends ça. On va apprendre quand tout ça au Cameroun. Alors, comme il faut protéger un certain nombre de choses, et moi, vous savez, j'ai encore apporté un livre ici que je vais vous montrer. Je ne sais pas si beaucoup de Camerounais connaissent Monsieur c'est Jean-Paul Ojoula. Vous savez, ça c'est Ojoula, je l'ai lu, Louis-Paul Ojoula. Vous voyez, cette date, quand est-ce que j'ai acheté ce livre? Quand j'ai lu ce livre de Ojoula, en haut. Le 30 septembre 1963. J'étais élève en Allemagne. Et ça, c'est une traduction allemande d'Ojoula. Et c'est Ojoula qui a mis un certain nombre de présidents dans la zone francophone, dans les pays francophones. Donc, c'est pour ça que je dis que, mais, s'il vous plaît, je dis, les programmes scolaires là, il faut les décoloniser. Il faut décoloniser les programmes scolaires au Cameroun. Parce que c'est ça qui va nous... Enfin, pas seulement au Cameroun, mais je veux dire surtout dans les pays francophones. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Il faut rappeler qu'Ojoula était médecin. Oui. Il était à l'OMS à l'époque. Oui. Il a rédigé beaucoup d'articles sur l'Afrique, et puis il était, on peut dire, régent au Cameroun pendant bien longtemps. Voilà. C'est un Français. Absolument. Mais c'est lui, même au Cameroun ici... On dit de lui que c'est lui qui a un peu conçu le système. Exactement. Oh, vous voyez, quand moi je l'ai lu, 1963, j'étais élève à Munich. J'ai eu mon bac en 1967, mais en 63, je le lisais déjà. Donc c'est pour ça que les gens ne peuvent pas tellement me comprendre. Parce que moi, c'est-à-dire que ce sont des choses qui m'ont préoccupé très tôt, dans ma jeunesse, et qui continuent à me préoccupé. Et je ne sais pas si vous pouvez montrer ce livre-là. Parce que je suis fatigué de l'ignorance. Tu ne diras plus que tu ne savais pas. Oui, je suis fatigué de l'ignorance qu'on impose aux Africains. Parce que même ceux qui sont allés jusqu'au doctorat, il y a des choses essentielles qu'on ne leur apprend pas à l'école. Leçon africaine pour la marche d'une nouvelle humanité. Voilà, c'est ça. Leçon africaine pour une nouvelle marche de l'humanité. Le voyage dans le temps de 300 000 ans que nous venons de réaliser sur le continent africain à travers ce livre nous concerne toutes et tous, car il explique le rôle central de l'Afrique dans l'édification de notre diversité à l'échelle mondiale. Pendant que certaines populations humaines, une fois sorties d'Afrique, découvraient des terres diverses et lointaines, beaucoup d'autres continuaient à évoluer au sein du territoire africain. L'Afrique n'est donc pas seulement une terre d'origine, elle est aussi le seul continent noir à avoir hébergé toutes les périodes de notre évolution jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est la paix qui est on n'est pas seulement l'origine de l'humanité, mais tous les autres là, ce sont nos enfants. Les jaunes, les blancs, etc., ce sont les enfants africains qui sont sortis du continent et qui ont été dépigmentés. Est-ce que les Africains sont conscients de ça? Hein? C'est-à-dire qu'on croit plutôt que c'est les autres qui sont supérieurs, nous devons faire comme... Mais c'est toi qui es l'origine. Mais ça veut dire quoi? On doit te montrer cette originalité-là, en sciences, en médecine, en mathématiques, etc. J'ai publié un livre sur... bon, bien sûr, sur l'os d'Ishango, mais l'os d'Ishango, je crois que beaucoup de gens connaissent déjà ça, de 22 000 ans. Mais j'ai trouvé la grotte de Blombos en Afrique du Sud, les mathématiques africaines depuis 77 000 ans. 77 000 ans. Mais quand tu fais mathématiques à l'université, on ne t'en parle pas. C'est quoi ça?
Il faut arrêter cette on vous cache qui vous êtes. C'est l'Afrique qui a porté le monde. Et moi, je ne le dis pas seulement devant la télévision, on va dans les débats scientifiques internationaux. Mais comment on fait pour retrouver tout cela? Je veux dire, quelles sont les batailles, quelles sont les démarches, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour retrouver tout ce chemin qui a été dévoyé? Mais il faut que les gouvernements africains prennent le courage. Et je crois que c'est peut-être ça, enfin pas seulement prendre le courage, mais il faut même qu'ils soient conscients de tout ça, parce que beaucoup de choses que je vous dis là, même ceux qui nous gouvernent ne le savent pas. Donc quand c'est comme ça, vous vous rendez compte, un Sarkozy qui vient dire ici que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, un président Nicolas Sarkozy, ancien président français, qui est donc un ignorant, je pèse mes mots, en tant que professeur des universités. Il vient dire que l'Afrique n'est pas... Oh, c'est l'Afrique qui est l'histoire. Mais un président français vient en Afrique et se permet de dire quelque chose comme ça. Bon, c'est parce qu'il a été à l'école, il n'a pas appris tout ça. Et c'est la même chose avec nous. Demandez à nos ministres combien, tout ce que je viens de vous dire là, savent ça. Donc, ils doivent quand même faire l'effort d'humilité, de se dire qu'on nous a mis dans un carcan, il faut sortir de ce carcan et utiliser ce qui existe pour sortir de ce carcan. Mais quel est l'état du conflit latent entre la légitimité royale et la légitimité républicaine dans nos pays? Je pense que c'est un problème qui a commencé déjà pendant l'époque coloniale. D'accord. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Quand le colon venait, il voulait imposer son ordre. Celui qui n'était pas d'accord, c'est-à-dire le roi qui n'était pas d'accord, soit on le zigouillait, on l'assassinait, soit on le détrônait. Bon, en grande chance si on mettait son fils encore. Mais on pouvait aussi aller prendre une autre famille qui n'avait rien à voir avec la royauté pour qu'ils continuent. Donc, c'est là que ça a commencé. Et même dans ce livre restitué, je prends déjà la période coloniale pour dire voilà comment on faisait encore chez nous. C'est-à-dire que le roi qui n'était pas d'accord, allez, on le mettait à côté. J'ai fait une grande étude à l'époque sur le Rwanda. Et j'ai trouvé la même situation. Hein, le roi, comment est-ce que on l'enlevait et puis on mettait donc... Après, il y a donc des problèmes de succession. C'est-à-dire, on fait que l'administration et disons, la ligne royale ne pouvait plus. Bon, et c'est la même chose qui s'est, disons, qui s'est passé au Cameroun, dans plusieurs domaines. C'est pour ça que vous avez ces problèmes de légitimité dans les chefferies traditionnelles. Quand les gens disent qu'on ne reconnaît pas parce qu'on sait que à l'origine, ce n'était pas lui, mais c'est le décret qui l'a imposé. Mais là aussi, je me dis que, bon, même si on fait la politique, il faut quand même une source de savoir. Nos préfets, etc., doivent aussi être instruits. Parce que nous avons un gros problème avec nos diplômés. On va à l'école pour avoir le diplôme. Après, c'est fini. On ne lit même plus. Je ne sais pas si ce que je dis n'est pas vrai, mais c'est ce que j'ai observé. C'est-à-dire, on va à l'école, une fois qu'on a eu le diplôme, le livre n'existe plus. Oh, c'est dans les livres quand même que vous pouvez trouver des vraies choses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, dans les pays africains, il faut des structures pour former, c'est-à-dire pour donner une formation à nos cadres, à nos décideurs, pour qu'ils s'imprègnent de beaucoup de choses qui sont essentielles. Bon, et je pense que c'est ce que la Fondation Afrique Avenir Internationale essaye de faire. Nous le faisons ici, mais on ne le fait pas seulement ici. Afrique Avenir existe depuis 20 ans à Berlin. Et je suis très fier que Afrique Avenir à Berlin est à l'avenue du Cameroun numéro 1. Vous venez à l'avenue du Cameroun numéro 1 à Berlin, vous tombez sur Afrique Avenir. Bon, on essaie à Paris. Avant, on essayait aussi à Windhoek et au Bénin, mais Bénin et Windhoek, on a fermé pour des raisons stratégiques parce que
on n'arrivait plus à être sur la même longueur d'onde. Donc moi, je pense que vraiment, le gouvernement camerounais a les moyens. C'est-à-dire que nous formons beaucoup de gens, beaucoup d'universitaires, mais tous ces universitaires ont un problème, ils ne savent pas qui ils sont. Parce que dans leur programme, ce n'était pas prévu. Donc on peut rattraper ça. On peut rattraper ça par des séminaires. On peut rattraper ça par des workshops. Et c'est ce que nous essayons, à notre tout petit niveau, de faire avec la Fondation Afrique Avenir. Et je suis heureux que la ville de Douala a compris ça. La ville de Douala, maintenant, nous avons signé une convention avec la ville de Douala pour qu'on puisse faire ça au moins dans la ville de Douala. Ces séminaires, ces workshops, pour essayer de faire à ce que les gens se rattrapent. Et moi, je dis merci au docteur Roger Mbassa qui a compris la nécessité pour que nous puissions faire ce travail ensemble. Est-ce que cette bataille va-t-elle vous survivre? Je veux dire que vous menez un combat qui n'est pas encore gagné, qui n'est pas encore définitif. Est-ce que vous le voyez dans la durée? On a reçu Blé Goudé. Hier, mercredi. Oui. Alors, quand je leur disais que moi, je suis fatigué d'avoir travaillé pendant toutes ces décennies-là, et que je ne dors pas la nuit, parce que je me dis, mais tout ce qu'on a pu bâtir là, comment ça va continuer? Comment ça va continuer? Parce que c'est vrai, je ne dors pas la nuit, parce que je me dis, mais j'ai fait ma part, dans ce sens que j'ai enseigné à l'université de Lyon 2, j'ai enseigné à l'université de Yaoundé 1, j'ai enseigné à l'université de Berlin, et j'ai publié plus de 80 livres. Donc je peux dire que j'ai fait ma part. Et avec l'Afrique à venir, comment ça va continuer? Blé Goudé, quand il a pris la parole, il a dit, Prince, vous pouvez dormir maintenant. Nous, notre génération, nous assurons la relève. Donc, ça veut dire que lui n'est pas Camerounais, c'est un Ivoirien. Et j'ai des Congolais, des Sénégalais qui ne jurent que par le travail que j'ai fait. Bon, et puis, vous savez, il faut être humble dans la vie. D'accord. J'ai fait ce que j'ai pu faire, que les pères et les mères et le Tout-Puissant voient qui peut continuer, parce que l'Afrique en a urgemment besoin. Mais les autres aussi, parce que si les autres comprennent qu'ils sont même des enfants des Africains, ils vont se comporter différemment. Mais on leur dit des bêtises qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Avec l'humanité. Voilà. C'est pour ça que dans ce livre-là, vous avez cette histoire de la marche. Oui. Le sous-titre, là, c'est encore... Leçon africaine pour la marche d'une nouvelle humanité. Voilà, il s'agit de l'humanité. Parce que c'est toute l'histoire de l'humanité qui a été faussée à cause des questions de domination. D'accord. On ressort par là en une minute. Vous avez reçu Blé Goudé. C'était quoi l'essence, la symbolique de sa visite que vous êtes-vous dit Bon, j'ai eu un coup de fil de Serge Matomba que Blé Goudé veut visiter la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Moi, je ne savais même pas que là-bas, ils savaient qu'il y a la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Donc, ils sont venus et ils étaient émerveillés. Ils n'en revenaient pas, mais nous sommes déjà habitués. Même Théophile Obenga du Congo, quand il est venu, il dit qu'il n'a jamais vu ça en Afrique. Que Obenga disait, je voyage beaucoup, mais ce que vous faites là, je n'ai jamais vu ça. Bon, donc ils étaient émerveillés parce que Obenga était aussi avec 2 ministres centrafricains. Ils sont venus ensemble. Blé Goudé, pardon. Bon, je crois qu'ils n'en revenaient pas quand on leur montrait. D'accord. Et puis toute cette résistance du Cameroun. Parce que nous avons une exposition actuellement où chaque Camerounais peut venir voir qui a résisté chez lui. Qui a mené la guerre
contre les militaires allemands chez nous parce qu'ils ne voulaient pas la colonisation. Nous avons toute une exposition actuellement. Donc, il dit que, mais comment? Mais Blé Goudé dit, mais je comprends maintenant l'esprit de résistance des Camerounais. Et pourquoi ils m'ont soutenu tant? En fait, c'était spirituel, c'était affectif, c'était au-delà. Je pense que c'est tout ça qui est mélangé. Vous savez, les choses marchent ensemble. Merci, Prince. Nous sommes arrivés au thème de ce délice de cette émission qui nous a replongé évidemment dans... C'est toujours un plaisir, hein, et beaucoup d'émotions, beaucoup d'enseignements surtout. Merci beaucoup. Comme on dit, vous avez l'âge d'être la bibliothèque et vous l'êtes d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais que les Camerounais lisent. Je suis Camerounais. J'ai publié plus de 80 livres. Mais demandez à un Camerounais s'il a même touché un seul. S'il vous plaît, faites un effort pour que vous puissiez aussi avoir une part de l'héritage. Merci infiniment. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de l'entretien. Ce soir, nous étions avec le prince Kouma Ndombé III, légitime et héritier du trône de Lok Priso. Bonsoir et à jeudi. Merci beaucoup. Que la paix soit avec vous.